le prochain panel sera sur les enjeux de la géolocalisation. Alors, j'aimerais inviter à l'avant Salvatore Cimio ou Cimio? Cimio. De Campobasso? Cimino. Ah, grazie. Et je suis italienne d'origine, mais moi c'est Corbeau, c'est super facile. Et Jérôme Gay, s'il vous plaît. Ainsi qu'en virtuel, nous devrions aller rejoindre Stéphane Roche et Émilie Al-Ineri. Bonne journée. Mon nom est Salvatore Cimino. Je le répète. Je suis le vice-président de l'entreprise Claridion. C'est une entreprise qui se spécialise dans l'Internet des objets, IoT. On vulgarise, on implante, on donne des formations. On travaille dans l'Internet des objets. Je suis aussi vice-président et cofondateur de l'organisme AIoT Canada qui veut développer, qui est la grappe technologique de l'Internet des objets pour l'AI. On a une mission canadienne nationale. Donc, ceci dit, merci Francis de m'avoir invité pour animer ce panel qui a des gens intéressants qui pourraient fournir des perspectives intéressantes dans la géolocalisation. On a ici en présentiel M. Jérôme Gay, qui est président fondateur de Mobile Punch, une entreprise qui développe des logiciels qui facilitent la vie aux gestionnaires d'entreprise ainsi qu'aux employés, en simplifiant la gestion des feuilles de temps, du suivi des projets, de la paye. Dans une vie antérieure, Jérôme, tu me dis que tu étais entrepreneur dans le monde de la construction aussi, c'est ça? Oui, exactement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le parcours, en fait, j'étais moi-même entrepreneur en construction. Une vingtaine d'employés, où finalement, le problème de la gestion de la feuille de temps, c'était un défi pour mon entreprise. Donc, il y a 5 ans, on a créé Mobile Punch. Mobile Punch, juste un petit parcours. On a parti à 2, maintenant on est rendu 15 dans l'entreprise. On a 12 à 15 nouvelles entreprises qui adhèrent à toutes les semaines. C'est présentement 1350 compagnies, plus ou moins, qu'on a, 27 000 utilisateurs. Donc, la feuille de temps est géolocalisée. Excellent. En virtuel, on a Emilia Al-Ineini, gestionnaire en développement des affaires chez Cellcom. On va profiter de son expertise dans les communications sans fil, aussi pour l'aspect privacy. Émilie me disait qu'elle est quand même assez ferrée là-dedans. Sujet très d'actualité, je pense qu'on va toucher un petit peu là-dessus. Donc, je vais présenter Stéphane Roche, professeur en sciences géospatiales ainsi que doyen associé à la recherche et l'enseignement à l'Université Laval de Québec. À Québec. Je ne pense pas qu'on ait le temps de passer à travers la longue liste de compétences et crédits du professeur Roche, mais je vais quand même mentionner ce qu'il dit lui-même sur plusieurs de ses pages web, sur ses intérêts et passions. Il est impliqué à explorer le rôle de la géolocalisation sociale des données ouvertes, la production participative, soit le crowdsourcing, pour mettre en place les concepts de la ville intelligente en recherchant l'engagement civique. Est-ce que je me trompe? Non, c'est un bon résumé. Excellent. Donc, merci à vous tous. Merci Francis de nous avoir invités. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais commencer à poser la question du pourquoi le GPS est si répandu, mais je me demande si on ne devrait pas toucher, peut-être faire un petit récap sur ce que c'est le GPS. Comme tout le monde le sait, c'est l'acronyme pour Global Positioning System. Il implique des satellites autour de la Terre. En utilisant un peu de magie technologique et en tenant compte de la théorie de relativité, on est capable de connaître notre position de manière assez précise. N'importe où sur la Terre. Mais on sait bien que c'est difficile de communiquer avec les satellites quand on est à l'intérieur. Est-ce qu'on peut étirer le concept du GPS, du géopositionnement, sans l'utilisation des satellites, donc à l'interne? Est-ce qu'on peut l'appeler, dans ce cas-là, on peut l'appeler toujours GPS, selon vous? Est-ce que le professeur Roche peut-être peut
Je ne crois pas qu'on puisse continuer à appeler ça du GPS, ne serait-ce que parce que ce terme-là, il est un peu c'est un genre de nom pas protégé, mais presque. Mais déjà que GPS, ça n'est qu'un exemple de ce qu'on appelle les systèmes de positionnement globaux, là, GNSS. Il y en a d'autres que le GPS. Hein. Il y en a en Europe, Galileo, il y en a en Russie, il y en a en Chine, etc. Et les récepteurs actuels, qu'on appelle des récepteurs GPS, bien souvent sont capables d'ailleurs d'aller chercher les satellites dans les différentes constellations pour améliorer la précision de la localisation. Mais ensuite, l'enjeu, comme vous le dites, c'est à l'intérieur ou en ville, lorsqu'il y a des masses et que le signal, la fréquence des satellites n'est plus captable. Puis à ce moment-là, ben, effectivement, on a tout un tas d'autres possibilités, que ce soit à travers le Wi-Fi, le cellulaire, l'Internet des objets aussi, d'ailleurs, parce que les objets peuvent eux-mêmes finalement permettre des triangulations si on connaît leur position. Donc, comment appeler ça? On appelle ça des systèmes de positionnement intérieur. Ça s'appelle souvent comme ça, Indoor Positioning System. Et puis l'enjeu, le gros enjeu aujourd'hui, puis je termine là-dessus, c'est justement d'assurer une cohérence et un suivi éventuellement des personnes, des biens, des objets, de l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur à l'intérieur, c'est-à-dire d'être capable de rendre interopérables tous ces systèmes pour qu'il n'y ait pas de perte de signal et de localisation. Pourquoi utiliser le GPS? Je vais peut-être poser la question à Jérôme en premier, ou un système de positionnement. Évidemment, la majorité du monde qui possède un téléphone intelligent, très familier, s'il possède aussi une auto, il l'utilise avec Google Maps, avec Waze. On est très familier avec ça. C'est évidemment plus qu'une map interactive qu'on a dans les mains. En combinant l'intelligence artificielle avec les données qui sont relatées par tous ces téléphones, avec des infos sur les données routières, ainsi de suite, on peut savoir si la route est dégagée ou pas. Donc on a une compréhension de l'environnement autour de soi. Un autre exemple récent que j'ai vu sur un terrain de golf, les cartes étaient équipées d'un écran qui donnait toutes les infos de distance et vitesse de vent. Et en plus, il m'a demandé de rentrer mon score dès que c'était éloigné du tout. Donc, ça évite peut-être de tricher pas trop. Pas trop. Moi, je suis très déçu que toute cette technologie ne m'aide pas à améliorer ma performance au golf, mais ça, c'est un autre sujet. Les raisons d'utiliser les données de positionnement ne se limitent certainement juste à cela. Qu'en pensez-vous? Non, effectivement. Dans le fond, la technologie est là pour nous aider. Si on prend l'exemple que tu viens de mentionner, bon, le GPS, on le rentre dans Google Maps, ça va nous indiquer, bien souvent on va le mettre, ça va nous donner l'information pour se rendre à notre lieu de travail, par exemple, mais ça va nous donner aussi l'information, bon, y a-t-il un accident et autres. Donc, il faut utiliser cette technologie-là pour se rendre plus efficient. Nous, dans Mobile Punch, par exemple, on va prendre le positionnement à l'arrivée des travailleurs, à la sortie des travailleurs. Donc, ça va dire, ben, y es-tu là, y es-tu pas là? Ça peut servir à ce niveau-là. Ça peut servir aussi, bon, CNESST, par exemple. J'ai un cas, entre autres, en tête, un entrepreneur qui me disait, ben, moi, dans le fond, quand l'employé a dépunché, je suis certain qu'il est rendu chez lui. C'est que côté sécurité, ben, je suis sûr, finalement, qu'il est en sécurité. Mes employés travaillent dans des espaces clos, donc 4h30, s'il n'y a pas dépunché, ben, ça se peut que je l'appelle, voir, écoute, ça va, j'ai-tu besoin d'envoyer de l'air? Ou j'ai vu un chantier à Québec, il y a eu un feu, par exemple, une bâtisse de 60 logements. Les pompiers ont cherché pendant quelques heures 2 employés qui étaient censés être au chantier. On le voit tous, dans le fond, le matin, on a une ronde de sécurité, l'agent de prévention prend le nombre d'employés sur le chantier, y a-tu 8 plombiers, y en a-tu 10? À 7h30, on a une information, mais à 11h, est-ce que c'est le même nombre? Donc, si on a le punch géolocalisé, par exemple, dans notre entreprise, c'est ce qu'on fait,
ben, on est capable de savoir l'employé a quitté, rendu ailleurs. On peut être plus efficace aussi dans la répartition de tâches. Ça fait qu'il y a plein de choses finalement là, qui font que ça rend plus efficace le quotidien. Moi, j'imagine la même chose. Le monde pense être contrôlé. Est-ce que la réglementation est différente dans les En autres fait, pays? oui. Si je prends notre exemple, Mobile Punch, on est utilisé dans 4 pays présentement. Donc, Canada, États-Unis, Afrique du Sud, puis l'île de Malte. Mais le Privacy, dans le fond, part beaucoup de l'Europe, là, en fait. Là. Si on prend la PL 64, qui est un enjeu principalement, là, à part justement de la loi européenne qui ont mis justement depuis 3-4 ans, là, beaucoup d'argent, beaucoup de temps là-dessus. Tu as sûrement aussi vu passer. Là. Oui, professeur Roche, vous avez, j'imagine, une connaissance de qu'est-ce que c'est qui se passe un peu en Europe. Je sais que vous avez étudié en France aussi. Est-ce que vous voyez une comparaison? Vous voyez qu'ici, les réglementations se resserrent ou, Comme l'évoqué, j'ai oublié votre nom, là, monsieur, mais de Mobile Punch, là, vous disiez qu'il y a effectivement tout un cadre juridique qui a été réglementaire, qui a été lancé depuis de nombreuses années, puis resserré en Europe. C'est en particulier dans le cadre de ce qui s'appelle le RGDP, là, le règlement général sur les données privées. Puis les données de géolocalisation sont des données de nature privée, évidemment. Puis ce règlement qui s'impose aux États, mais aussi aux entreprises, a été resserré récemment, et par exemple, avec une clause d'extraterritorialité, c'est-à-dire qu'auparavant, en réalité, il y a un certain nombre d'entreprises qui s'étaient un peu, qui avaient développé une stratégie pour ne plus être imposées par ce règlement-là, qui est assez strict. Et donc, il y avait par exemple, si une entreprise n'avait pas de raison juridique en Europe, mais qu'elle collectait des données en Europe, elle n'était pas assujettie au RGDP. Alors qu'aujourd'hui, une entreprise, même si elle n'est pas européenne, si elle n'a pas de pignon sur rue en Europe, mais qu'elle collecte des données en Europe, incluant des données de géolocalisation, le RGDP s'applique. Ça veut dire que c'est le lieu de collecte de la donnée qui fait que la donnée privée est protégée. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est dans les 2 dernières années que ça a été mis en œuvre. Justement parce que des compagnies comme Apple, Amazon, etc. avaient développé des stratégies pour sortir de l'Europe touchée par le RGDP, mais pour continuer à collecter de la donnée et puis ne plus être... Donc c'est vrai que les cadres se réorganisent pour justement, pour des raisons comme celles que vous évoquiez, et en particulier sur les questions de vie privée, la protection de la vie privée, sachant qu'effectivement la géolocalisation est une composante très forte de la vie privée. Puis, si je peux juste rajouter, moi, ce qui me semble vraiment important, et l'enjeu principal de la géolocalisation, c'est que pendant longtemps, on s'est dit que ce qui se passait dans le numérique restait dans le numérique. C'est un peu comme ce qui se passe au chalet reste au chalet. Donc, il y avait comme une dissociation assez forte, et puis les gens la concevaient comme ça, entre la vie qu'on pouvait avoir sur les réseaux, puis la vie qu'on avait matérielle, j'allais dire. Mais la géolocalisation a justement eu ce rôle de rematérialiser l'immatériel. C'est-à-dire que c'est le moyen par lequel on peut créer du lien explicite entre notre vie de terrien et notre vie matérielle dans les réseaux. Et puis ça a un impact très, très, très fort, et en particulier sur la capacité qu'on peut avoir à renominaliser des données qui ont été dénominalisées, par exemple. Et j'aimerais continuer dans cette veine, si vous voulez bien, sur les aspects un peu plus dangereux du GPS. Selon moi, la chose la plus grave, c'est son impact sur nos habitudes. Beaucoup de gens, ils ne savent plus lire une carte, une map. Le sens de l'orientation a pris un coup. Et comme on dit, on perd le nord. Donc, mis à part ces aspects un peu plus légers, est-ce que vous voyez d'autres enjeux sérieux avec les technologies de géolocalisation? Aujourd'hui, il y a cette obligation de demander systématiquement
c'est l'accord de l'utilisateur avec plusieurs options, comme vous l'évoquiez. Est-ce que c'est pour dès qu'on utilise, quand l'application est ouverte, il faut qu'on s'attend à ce qu'on nous redemande l'autorisation à chaque fois, etc., etc. Mais puis ça, lié à ce que vous évoquiez, c'est que encore faut-il que les usagers aient pleine conscience ou une compréhension de ce que signifie être suivi et géolocalisé, ce qui n'est pas forcément évident. Donc il y a toute une éducation à faire. Les choses évoluent parce que on en parle de plus en plus, on en parle aujourd'hui, puis je pense que c'est des choses qui, même à l'école, moi j'ai des enfants qui sont grands maintenant, mais c'est des choses qui ont été évoquées par certains professeurs, que ce soit au secondaire, etc. Donc ça commence à évoluer, mais c'est toute la question de la capacité à penser ou à réfléchir spatialement les enjeux de société et surtout la prise de conscience de ce que ça implique d'introduire cette dimension spatiale et de géolocalisation dans à peu près toutes les activités qu'en tant qu'humain on peut avoir à faire et à porter. Et donc ça me semble être un élément important. Puis juste pour rebondir sur ce que vous posiez, un peu de manière caricaturale en disant on a perdu le Nord. Oui et non. C'est-à-dire que oui, mais ça c'est pas que le GPS. C'est-à-dire que les études, qui par exemple dans le domaine cognitif montrent qu'il y a certaines certaines, pas capacités ou compétences, mais qui reculent un peu parce qu'on choisit le chemin le plus court, c'est-à-dire qu'on choisit la facilité et on choisit de se reposer sur une technologie qui nous mâche le travail. Mais d'un autre côté, puis ça c'est un élément positif qu'on oublie souvent, c'est que d'un autre côté, le fait d'être aux prises avec ces technologies-là qui explicitent justement la géolocalisation, qui explicitent un certain nombre de compétences spatiales qu'on utilise de manière souvent implicite. C'est le fait de chercher son chemin, le fait de passer à travers des barrières ou des obstacles, le fait de pouvoir délimiter, le fait de réfléchir à des échelles différentes, de mettre en perspective un problème à une certaine échelle, de voir qu'il n'a pas la même portée si on le regarde à une autre échelle, etc., etc. Ce genre d'application permet de le faire de façon plus explicite. Puis les recherches montrent qu'il y a de ce côté-là une progression. Donc c'est ce qu'on perd d'un côté, on le gagne peut-être de l'autre. Puis c'est vrai des technologies de géolocalisation comme de l'ensemble des technologies numériques et des impacts que ça peut avoir sur nos modes de vie en fait. J'aime bien, professeur Rush, que vous avez tourné un peu mon point négatif en positif. Donc ça c'est excellent parce que je voulais justement passer maintenant le côté avantage parce que je pense qu'on est ici tous passionnés par ces technologies-là, qu'est-ce que c'est qu'on peut faire avec. Donc ces avantages d'utiliser des technologies de géolocalisation. Mais comme je disais au tout début, on utilise Google Maps. Google Maps ou Waze, ce n'est pas juste des données en temps réel, c'est des données, on a aussi des données historiques, il y a des données autour. Je veux dire, il y a plusieurs données de géolocalisation qui, tous ensemble, vous donnent une autre vision, peut-être avec l'utilisation de l'intelligence artificielle ou des systèmes experts. Donc, si on peut traverser maintenant les nombreux avantages de cette technologie dans le monde et la progression qu'on va avoir peut-être dans le futur. En fait, je peux peut-être juste bonifier avant aussi. Chaque entreprise a aussi une responsabilité. La gestion de données, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, je pense que tout le monde arrive au point où on se dit, OK, il faut prendre un point, mais il faut bien garder la donnée. Il ne faut pas que tout le monde y ait accès. Comme on disait tantôt, tout le monde est à risque. Donc, c'est quoi tes serveurs, c'est quoi la sécurité de données, etc. Par la suite, effectivement, si je reviens sur la question, c'est quoi les avantages? C'est juste du positif. On est tous en pénurie de main-d'œuvre. Donc, est-ce que, moi je prends l'exemple de notre entreprise, est-ce que c'est bon d'avoir quelqu'un qui va gérer des cartes de temps ou sinon le GPS peut gérer une carte de temps? Hier, je parlais avec un client, il dit on a transféré nos outils avec ELT
il tee off la géolocalisation des outils, etc. Quand il en brise un, ben écoute, c'est ultra rapide. Là. Ils géolocalisent sur le chantier, ils vont aller récupérer l'outil, etc., en remettre un neuf. Ben, la productivité est aussi upgradée parce que l'employé coûte cher au chantier. Donc, s'il n'y a pas son outil dans la journée, là, juste le lendemain, parce qu'il faut que tu ailles le porter, ça se peut que tu perdes une journée de travail. Ça fait que j'ai des clients, par exemple, avec la géolocalisation, ils sont capables d'avoir une meilleure crédibilité auprès de leurs clients. Ils vont dire, ben écoute, moi j'ai un projet, je suis à temps plus matériel, mes employés sont punchés, sont géolocalisés, je vais t'envoyer un rapport à la fin du mois. Donc je vais t'envoyer la facture, mais tu vas avoir un rapport. Donc ça vient créer une crédibilité auprès de ton entrepreneur, de dire, ben finalement, cette entreprise-là, je lui fais confiance. Puis c'est la même chose. Je le vivais, moi, dans ma compagnie de construction. 2-3 employés embarquaient dans le même véhicule, des heures différentes. Ils avaient fait le même travail. Ben, peut-être c'est lui qui avait le plus de temps, mais au final, peut-être que je coupais ou celui-là qui avait le moins de temps. Là. Donc, avec la géolocalisation, on vient enlever le conflit, là, finalement. La question de santé et sécurité que je parlais tantôt, c'est une ESST. Bon, ton employé, est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Il arrive quelque chose, moi ça m'est déjà arrivé, un employé, fin de journée, il s'était cogné à la tête, seul sur le chantier. J'ai pris le téléphone, est-ce qu'il se passe de quoi? C'est tous des avantages, des positifs qu'on peut amener dans le fond dans l'industrie avec la géolocalisation. Seulement, il faut bien le faire. Ça, c'est le point derrière. Tu m'avais mentionné à un moment donné aussi une question d'efficacité aussi. Là. Quand on a un employé qui est peut-être fini sur un chantier et puis il y a des demandes sur un chantier qui est tout proche. Ben, en fait, la répartition des tâches, c'est un bon exemple. La répartition des tâches, nous, on a un dashboard, on va voir qui est présentement punché. Donc, à 4 heures moins quart, il reste 3 employés versus le matin, 20 employés. Ben, tu as un projet, tu as un call de service chez un client, ben, c'est qui le plus proche? Ben, ça se peut que ça soit plus efficace si tu as la géolocalisation, si tu peux tout de suite donner le call de service au plus proche, puis ça risque de moins insulter la personne qui va faire un aller-retour sur l'île de Montréal dans le trafic. Exactement. Et le temps commence à finir. Est-ce que les technologies utilisées pour justement amener les données de géolocalisation, ça c'est peut-être une question pour Émilie et le professeur Rush. Oui, moi je trouve tout ça très intéressant. Puis je ne vais pas me plaindre parce que mon rôle c'est de former des experts dans le domaine. Donc plus il y aura besoin, puis plus j'aurai de pertinence comme prof dans ce domaine-là. Mais je trouve ça fascinant de voir surtout à quel point ce domaine-là a évolué au cours des dernières décennies. On utilisait essentiellement la géolocalisation pour faire de la carte et surtout dans des domaines comme l'ingénierie urbaine, la gestion des ressources naturelles, la gestion des grandes infrastructures, l'aménagement du territoire. Puis on se rend compte aujourd'hui qu'il y a eu un glissement et puis que je regardais, il y a des enquêtes qui ont été faites par des grandes compagnies de sondage au Canada là, qui montrent qu'aujourd'hui, c'est 87% des chefs des patrons des grandes entreprises canadiennes qui considèrent que le géospatial et la géolocalisation est une composante essentielle de leur stratégie de développement de marché. Pas la carte, c'est pas forcément de faire des cartes, mais d'être en contrôle de où sont leurs ressources, où sont leurs clients, comment on optimise spatialement, comment on exploite les corrélations spatiales qui peuvent exister, comment on va optimiser par exemple des aires de chalandise, comment on va diminuer le temps et puis les trajets, comment on va faire des économies. Puis en termes de développement durable, on est aussi sur ces questions-là, c'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui, puis je termine là-dessus, parce que c'est un exemple qui me semble important, au MIT, il y a un lab qui s'appelle le Sensible City Lab, puis ils ont développé une expérience qui s'appelait Trash Track.
Donc, ils ont traqué tout un tas de différents types de déchets ménagers à travers le Canada. Et ils ont développé des petits tags avec un suivi GPS et ils les ont mis sur une paire de chaussures, une batterie, etc. à partir de Boston. Et ils ont ensuite suivi et cartographié ça. Ils se sont rendus compte que ça avait absolument aucun sens. Il y a certains déchets qui font le tour des États-Unis pour revenir à 20 km, être traités à 20 km de là où ils ont été produits. Donc, il y a effectivement beaucoup d'applications qui seraient d'une grande utilité pour diminuer aussi nos impacts environnementaux. Donc, je pense qu'il y a, mais évidemment, puis ça a été évoqué, et je vois avec l'application Mobile Punch par exemple, il y a des grands enjeux éthiques, des grands enjeux liés à la propriété privée. J'imagine qu'avec les syndicats, il doit y avoir des grandes discussions parce que de traquer et puis de se servir de la localisation des employés pour, d'une certaine manière, vérifier qu'ils sont là où ils doivent être quand ils sont supposés être là. Ça pose un certain nombre de questions, mais ça oblige aussi, puis je trouve ça intéressant, c'est que ça oblige à repenser nos modes de travail, nos modes d'interaction au travail et dans la vie en général. Et c'est toujours bon de se re-questionner sur la façon dont on fait les choses. Ça, c'est fascinant et j'adore cette note finale. On a juste une minute et je ne sais pas s'il y a des questions. Je sais, Francis, tu demandes toujours s'il y a des questions. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Mais moi, j'en aurais une d'ordre humaniste. Est-ce que des gens se sont penchés sur l'effet que, par exemple, le patronat ou les directeurs de chantier, tout ça, ne soient plus aussi fréquemment sur les chantiers ou sur les lieux de travail pour prendre le pouls de ce qui se passe, de comment ça va sur le chantier, comment les humains, de savoir qu'ils y sont, c'est une chose, mais est-ce qu'on a peur? Est-ce que c'est une vraie crainte? Est-ce que je suis complètement dans le champ parce que je suis une moldue? Mais est-ce qu'on a pensé à ça aussi? C'est-à-dire que si tous les superviseurs restent dans des bureaux, ils sont plus sur les lieux de travail, est-ce qu'ils peuvent avoir la même proximité avec les employés? Ben, en fait, moi, je dirais que les employeurs, dans le fond, n'ont pas cette préoccupation-là. Peut-être que je me trompe, mais ils n'ont pas cette préoccupation-là. Ils ont plutôt la préoccupation de dire, je vais prendre un outil qui va me donner l'information, puis moi, je vais gérer, dans le fond, mon projet. C'est qu'il n'y a pas moins de personnes sur le chantier, seulement que tu as l'information, tu as la donnée, elle est vérifiée et validée, puis par la suite, tu peux l'approuver comme entrepreneur ou superviseur, par exemple, mais le superviseur reste et demeure le gestionnaire du projet pareil. Je partage votre, peut-être pas inquiétude, mais questionnement, puis je trouve que c'est vraiment une excellente question, parce que ce modèle qu'on est en train de mettre en place malgré tout, c'est-à-dire c'est un modèle qui ressemble quand même beaucoup ça préfigure beaucoup ce que pourrait être des chantiers ou des usines sans humains. C'est-à-dire que, en fait, on s'intéresse à collecter de la donnée sur où sont les ressources, qu'est-ce qu'elles font, à quel moment, et puis à optimiser. Mais en fait, dans l'optimisation, on introduit assez peu de caractéristiques humaines, ce qui distingue un humain d'une machine ou d'un robot. Et donc, peut-être qu'on est en train de mettre en place ce qui va se passer dans le futur où sur un certain nombre de chantiers ou en tout cas d'entreprises, il y aura très peu d'humains et beaucoup plus de machines. Et on saura faire, mais la question se pose, je trouve qu'elle est assez... c'est une question très, très intéressante, oui. J'ai pas de réponse, hein, mais... Je crois qu'on a terminé, donc il faut Alors, forcer. sur cette question éthique un peu champ gauche, merci beaucoup, Émilie, merci Stéphane, merci Jérôme, merci Salvatore. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et merci infiniment.